Ça n'est pas une expression que j'emploierais. Néanmoins, il est clair qu'elle est utilisée en France, donc c'est un fait social. Et à ce titre-là, ça m'intéresse. Je crois que, en fait, la question n'est pas des Français de souche, mais de l'irruption de cette expression dans notre vocabulaire. Pourquoi parle-t-on de Français de souche? Eh bien parce que cette notion va de moins en moins de soi. C'est-à-dire qu'on commence à parler de Français de souche au moment où on commence à dire, par exemple les travaux des historiens commencent à montrer à la fin des années 80, l'importance de l'immigration dans la constitution de la nation française. C'est-à-dire le fait que, historiquement, la nation française s'est beaucoup appuyée sur l'immigration, dès la fin du XIXe siècle en particulier, mais même en remontant plus avant dans le temps, mais aussi aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme on sait, beaucoup de Français ont au moins un grand-parent de nationalité étrangère. Ça veut dire que, au fond, on commence à parler de Français de souche à partir du moment où il n'est plus évident de savoir qui est Français de souche ou qui ne l'est pas. L'exemple qui me paraît très intéressant, c'est celui des documents qu'il faut aujourd'hui produire pour obtenir le renouvellement de sa carte d'identité, de sa carte nationale d'identité ou de son passeport. C'est-à-dire que la question de la nationalité est de moins en moins évidente. Non seulement des gens dont on se disait qu'ils étaient plus ou moins étrangers, parce qu'ils avaient un parent étranger ou parce qu'ils venaient d'ailleurs. Non seulement la vie est plus difficile pour eux au moment de renouveler leurs papiers parce qu'il est difficile de prouver sa nationalité, mais au fond ça devient vrai pour beaucoup de gens. C'est-à-dire que il devient de plus en plus improbable qu'on remplisse dans l'évidence toutes les conditions pour être français. Et on voit sur les documents aujourd'hui, lorsqu'on doit renouveler une carte d'identité, que la nationalité, au lieu d'être une, eh bien, elle est subdivisée en une dizaine de catégories, selon les modes d'acquisition de cette nationalité. Autrement dit, il me semble que l'insistance sur l'idée qu'il y a des Français de souche et des gens qui ne le seraient pas et qu'il faudrait intégrer correspond au fait que, paradoxalement, on n'est pas du tout à un moment d'une sorte d'évidence du fait que tout le monde serait français sauf quelques-uns, mais au contraire, que la nationalité est en quelque sorte interrogée dans son principe même. En gros, ça n'est pas la même chose si on va demander à des policiers ce qu'ils pensent des Arabes, des Noirs, etc., ou si on demande à des jeunes qu'est-ce qu'ils pensent de la manière dont ils sont traités par la police. On n'aura pas les mêmes résultats. Donc je crois que la question de la mesure, évidemment, elle pose la question du point de vue. Est-ce qu'on mesure du point de vue de la société, en général, c'est-à-dire d'une société dont on peut s'interroger sur le fait de savoir à quel point elle est discriminatoire, ou bien est-ce qu'on se place du point de vue de ceux qui s'estiment éventuellement victimes de discrimination, ou qui sont susceptibles d'être victimes de telle discrimination. On prend en compte pas simplement les opinions racistes, mais les effets, c'est-à-dire la question d'accès au logement, la question d'accès à l'emploi. Je crois qu'on a un certain nombre de confirmations empiriques, c'est-à-dire qu'il me semble que ce qui s'est passé depuis une dizaine d'années, c'est qu'on a un déplacement de la perspective. On ne parle plus seulement du racisme, mais des discriminations raciales. La différence, le fait qu'on se mette à parler de discrimination raciale depuis une dizaine d'années, la différence, c'est que, au fond, la question n'est pas tellement de savoir si monsieur machin ou madame truc est raciste. La question, c'est de savoir est-ce qu'il y a des effets racistes indépendamment des intentions racistes des acteurs sociaux. Exemple, c'est un exemple que je trouve parlant dans mon expérience quotidienne, et j'imagine pas seulement dans la mienne, le fait que dans le supermarché où je vais le plus régulièrement, toutes les caissières sont des femmes, d'une part, et sont blanches d'autre part, et que tous les agents de sécurité sont des hommes et sont noirs. Et que les personnes qui font le ménage sont pour la plupart maghrébines. Et pas seulement de savoir si les gens sont racistes, mais si la société est raciste. C'est-à-dire, quand bien même, pour prendre un exemple, des gens qui, comme moi, sont universitaires, pourront dire, et je le revendique, ne pas être raciste et même être engagé contre le racisme, le fait est que j'enseigne dans un univers qui est massivement blanc.
Donc la question n'est pas seulement de savoir si moi ou mes collègues, nous sommes racistes. Le résultat, c'est quand même qu'il y a une sorte d'uniforme blancheur de l'univers professionnel auquel j'appartiens. Nous sommes partie prenante d'un ordre social qui est organisé sur l'exclusion d'une partie de la population. Donc il ne suffira pas de dénoncer une part de la population qui serait raciste de manière délibérée, de manière revendiquée, de manière visible, de manière volontaire. Mais il s'agit de voir aussi comment c'est un ordre social dans son entier. Autrement dit, la question, c'est pas seulement les autres racistes. En ce sens-là, il me semble qu'on ne peut pas se contenter d'être en quelque sorte en miroir de la pensée raciste. La pensée raciste dit le problème, c'est les autres. La pensée antiraciste peut être tentée de se dire que le problème, c'est les autres. Alors ce ne sont pas les mêmes. Ce sont les autres racistes et non plus les autres raciaux. Mais je crois qu'il est important de se dire, si c'est la société dans son fonctionnement, ça veut dire que, non pas que nous sommes tous responsables, mais qu'en tout cas, nous sommes tous partie prenante. C'est un ordre social auquel nous appartenons tous. Mais on sait bien que, par exemple, ça, pour dire très crûment les choses, le racisme face aux Noirs, il n'est pas seulement porté par les Blancs. Il est aussi, et je veux dire non seulement qu'il est également porté éventuellement par les Arabes, mais aussi par les Noirs eux-mêmes. C'est-à-dire que la question du racisme, encore une fois, elle n'est pas simplement à renvoyer chez quelques-uns. On sait bien que, par exemple, la question des différences de couleur de peau entre Noirs devient un enjeu. De ce point de vue-là, ça n'est pas propre d'ailleurs aux questions noires. On sait bien qu'il y a un antisémitisme juif. C'est-à-dire qu'il y a, pour certains juifs, une manière de considérer que d'autres juifs sont embarrassants, sont pas présentables. D'autre part, me semble-t-il, une manière différente, complémentaire, de retourner le stigmate racial. C'est-à-dire, non pas de l'effacer, non pas de considérer qu'au fond, tout cela n'existe pas puisque nous sommes tous les mêmes, ce qui bien sûr est vrai, mais de considérer que la meilleure arme pour contester cette assignation raciale, eh bien, c'est de la reprendre à son compte, mais peut-être différemment. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir un mouvement noir, ou ça veut dire qu'il peut y avoir un mouvement comme les indigènes de la République, qui, me semble-t-il, sont constamment, bien sûr, menacés par le risque d'accepter la catégorie raciale subie, mais qui en même temps vise à chaque instant à la retourner, c'est-à-dire qui entrent dans des catégories, mais pour mieux les déjouer. Donc il me semble que de ce point de vue-là, l'acceptation d'une position raciale peut prendre un sens différent. Dans un cas, il s'agit en quelque sorte de se résigner à cette vision du monde racial. Dans l'autre cas, il s'agit de contester cette vision racialisée, alors même qu'on en emprunte le vocabulaire et les catégories.